Bonjour et bienvenue à ce webinaire qui concerne le suivi des anomalies de la ZSN et ses impacts. Il vous sera présenté par les agents de l'URSSAF et de la CARSAT. Donc pour l'URSSAF, il y a Marie-Do Bouvier et Martha Rimbaud. Et pour la CARSAT, moi-même, Véronique Drouet. Donc, la première partie du webinaire, c'est l'intervention de l'URSSAF avec le service des suivis DSN et des anomalies fréquemment constatées. Ensuite, j'interviendrai pour vous expliquer les impacts d'une mauvaise saisie en DSN. Et en dernière partie, nous avons donc le temps d'échange avec nos questions-réponses. N'hésitez pas à donner toutes vos questions au fil de la discussion. Nous vous communiquerons ensuite la foire aux questions ainsi que le lien de ce webinaire que vous nous donnerons à peu près dans une dizaine de jours. Voilà, je donne donc la parole à Martha. Merci Véronique. Bonjour à tous, je m'appelle Martha Rimbaud, je suis manager au service recouvrement pour les employeurs du régime général et les administrations et collectivités territoriales. Donc les objectifs de ce webinaire, c'est tout d'abord vous accompagner en tant que déclarant ou tiers déclarant afin de limiter les anomalies déclaratives qui peuvent être générées suite au dépôt de vos DSN mensuels. Également, on va vous guider dans la production des DSN de régularisation attendues pour corriger les anomalies qui ont été générées, fiabiliser les données agrégées pour garantir la qualité de répartition entre les différents organismes de protection sociale, et enfin, fiabiliser les données individuelles pour garantir leur répartition et assurer la gestion des droits de vos salariés. Donc, je vais vous présenter le nouvel outil qui date maintenant d'un plus d'un an, qui s'appelle le suivi DSN, donc qui met à votre disposition une aide pour corriger ces anomalies. Donc, ce suivi DSN est donc, comme je vous le disais, un nouveau service qui est là pour vous accompagner dans la sécurisation de vos déclarations sociales. Donc, à partir de cet outil, vous êtes informé de la conformité de vos déclarations dès le dépôt de votre DSN, puisque dès le dépôt, vous avez au maximum dans les 4 heures qui suivent un premier compte rendu métier qui est mis à votre disposition, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Donc en cas d'erreur, cet outil vous indique l'origine de l'erreur et les modalités de correction. Bien sûr, en cas de difficulté, si vous n'avez pas réussi par le biais des arbres additionnels qui sont mis à votre disposition dans l'outil, vous avez la possibilité de nous contacter à partir du suivi DSN pour vous guider dans les corrections à effectuer. Pour cela, 2 boutons sont à votre disposition. Soit vous pouvez envoyer un message, soit demander à ce qu'on vous rappelle. Donc, les bénéfices du suivi DSN. Donc, c'est tout d'abord la vérification et la validation rapide des DSN par l'URSSAF, éviter le renouvellement des erreurs déclaratives en anticipant leur correction, fiabiliser au fil de l'eau les déclarations, puisqu'à chaque dépôt, les anomalies vous sont notifiées, s'assurer des droits sociaux de vos salariés et enfin permettre la correction des anomalies. Au niveau de la restitution des anomalies, plusieurs comptes rendus métiers vous sont mis à disposition à chaque dépôt. Donc il y a les comptes rendus métiers non normalisés qui vont correspondre aux comptes rendus métiers de cotisation et de télépaiement, donc les comptes rendus métiers avec une référence 61, et le compte rendu métier de données nominatives, le compte rendu 62. Également, 2 autres comptes rendus métiers vous sont à disposition. Ces comptes rendus métiers sont intégrés à votre logiciel de paye, donc ils sont donc dits normalisés. Donc un premier compte rendu métier à H+4 dès le dépôt de votre déclaration et avant l'éligibilité. Et ensuite un compte rendu métier à J+5, donc après l'échéance du mois courant. Donc toutes ces anomalies sont transmises donc, via les comptes rendus métiers mensuels et sont également restituées dans l'outil suivi DSN en attente de vos corrections. Donc un petit focus sur ces 2 comptes rendus métiers qui sont mis à disposition. Donc tout d'abord le compte rendu métier à H+4. Donc il porte un code retour organisme 119 que vous visualisez sur votre espace sur Net Entreprise. Donc, ce premier compte rendu métier, il vous est restitué après dépôt de la DSN et avant l'éligibilité. Donc, ce compte rendu métier est au format NEORES, donc la norme d'échange optimisée des retours sociaux. Il va concerner les anomalies portant sur les données agrégées, les données individuelles et également sur la cohérence entre les données individuelles et les données agrégées l'URSSAF. Donc, ces contrôles vous sont donc transmis 4 heures au plus tard après le dépôt de la DSN et ainsi ils vous permettent très rapidement d'effectuer une déclaration en annulaire en place, donc en amont de l'échéance déclarative.
Pour rappel, ces déclarations annulaires en place peuvent être déposées la veille de l'échéance avant minuit. Donc, les contrôles données individuelles, données agrégées sont réalisés à partir des données du mois principal déclaré, c'est-à-dire le mois courant pour lequel vous déposez votre déclaration. Par contre, il n'y aura pas de prise en compte des blocs de régularisation qui seront joints au mois principal déclaré. Par contre, pour ce qui concerne les contrôles sur les données agrégées, les contrôles sont bien réalisés à partir des données du mois principal déclaré et prennent également en compte les blocs de régularisation de la DSN. Si on peut revenir en arrière, merci. Concernant le compte rendu métier à J+5, donc avec un code retour organisme 120. Ce compte rendu métier est mis à votre disposition après l'éligibilité. Donc, il est restitué au plus tard, donc les 5 jours après votre dépôt, et il va concerner les données du mois principal déclaré, la prise en compte des blocs de régularisation et également la comparaison des données issues de plusieurs DSN. Pour accéder à l'outil suivi DSN, il faut d'abord que vous vous connectiez sur votre site ursaf.fr, puisqu'il est uniquement disponible à partir du site ursaf.fr. Pour autant, avant de vous connecter, il faut que vous ayez une habilitation. Il faut donc adhérer à ce service dans le menu « Gérer la liste des services ». Également, au préalable, selon votre profil, si vous êtes abonné direct, vous devez avoir la qualité d'administrateur et également l'habilitation déclaration de cotisation. Si vous êtes abonné tiers déclarant, il vous faudra seulement avoir l'habilitation déclaration de cotisation. Ces habilitations sont consultables au niveau de l'ursaf.fr dans le menu « Mon profil ». Donc, une fois que vous avez les habilitations nécessaires, vous pouvez accéder au suivi DSN en cochant, comme vous voyez en bas, le tableau de bord suivi DSN. Donc, en cochant cette ligne, vous allez pouvoir adhérer et accéder à l'outil suivi DSN. Je vais maintenant laisser la parole à ma collègue Marie de Bouvier qui va vous présenter les anomalies fréquemment constatées quand vous déposez vos déclarations tous les mois. Bonjour à toutes et à tous, donc je suis Marie de Bouvier, je travaille à l'URSSAF Centre Val-de-Loire. Je suis affectée au service des employeurs du régime général et des collectivités territoriales et je suis basée sur le site de Blo. Donc effectivement, je vais vous présenter les anomalies les plus fréquemment rencontrées lorsque vous déposez votre DSN. Et ces anomalies concernent le taux accident du travail et sont principalement liées à l'absence de mise à jour du taux accident du travail au niveau du bloc contrat, mais également au bloc de régularisation effectué et qui ne respecte pas la norme DSN. Donc nous constatons à chaque échéance un grand nombre d'anomalies liées au taux accident du travail. Ce taux accident du travail, il est défini par établissement en fonction de l'activité et de la taille de l'entreprise. Il est attribué annuellement par la CARSAT pour la métropole, par la CRAMIF pour la région Île-de-France et par la CGSS pour les départements d'outre-mer. Donc vous pouvez le visualiser sur votre espace en ligne du site Net Entreprise. Pour éviter les anomalies et avant l'envoi de votre DSN, vous devez vérifier votre taux accident du travail et votre code risque. Ce sont des données qui sont visibles au niveau du bloc contrat, ce qu'on appelle le bloc 40, qui doivent être corrigées si nécessaire. La mise à jour du taux accident du travail, si elle est rétroactive, ne nécessitera pas pour autant un bloc changement. En revanche, une mise à jour de code risque de manière rétroactive nécessitera l'utilisation de ce bloc changement. Donc, ce sont des rubriques à maille individuelle que vous pouvez visualiser à la rubrique 43 du bloc 40 en ce qui concerne le taux accident du travail et le code risque, lui, est positionné à la rubrique 40 du bloc 40. Concernant le bloc changement, donc il sera nécessaire, comme je vous l'ai dit précédemment, pour une mise à jour de risque de façon rétroactive. Donc, si tel est le cas, il faudra positionner la date d'effet de la modification à la rubrique 1 du bloc 41 et l'ancien code risque à la rubrique 24 du bloc 41. Donc, ce bloc 41 va permettre de faire un lien entre les anciennes données et les nouvelles données. Lorsque vous déposez votre DSN,
Le taux accident du travail est attendu au sein de 2 rubriques. Au niveau agrégé, il est attendu à la rubrique 3 du bloc 23 et au niveau individuel, il est attendu à la rubrique 7 du bloc 81. Donc vous pouvez vous référer au guide URSSAF qui est présent sur Net Entreprise. Concernant les modalités de correction, elles seront différentes selon si vous vous situez avant l'échéance ou après l'échéance. Si l'anomalie est constatée avant l'échéance, vous avez la possibilité de corriger vos données et de déposer une DSN annule et remplace. Cette DSN annule et remplace sera possible uniquement jusqu'à minuit la veille de l'échéance légale. Si l'anomalie est constatée en revanche après l'échéance, les corrections devront être effectuées avec la DSN suivante et elles devront s'effectuer par bloc de régularisation. Ces blocs de régularisation devront être effectués en mode annule et remplace, tant au niveau agrégé qu'au niveau individuel. La régularisation en mode différentiel n'est pas autorisée. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que si vous effectuez une régularisation en mode différentiel, vos bases seront doublées. Donc vous pouvez vous référer à la fiche consigne 1310. Concernant les corrections par bloc de régularisation, ce qu'il faut retenir, c'est que pour corriger l'anomalie, il va falloir annuler l'intégralité des données initialement déclarées. Donc pour matérialiser ce qu'on vient de dire, je vais vous présenter un exemple de correction. Une correction qui va intervenir donc après l'échéance, donc par bloc de régularisation. Donc ici, on est dans le cas d'un déclarant qui a déposé sa DSN du mois de janvier 2023 avec un taux accident du travail de 2,2% et une assiette de 1 500 €. Le déclarant s'est trompé, l'assiette est en fait de 1 400 € et le taux accident du travail est de 3%. Donc c'est une correction qui devra intervenir avec la DSN du mois de février et qui va générer un complément de cotisation de 9 €. Donc au-delà de la mise à jour du taux accident du travail au niveau du bloc contrat, 2 types de données vont être nécessaires. On aura d'une part les données agrégées et d'autre part les données individuelles. Au niveau des données agrégées, il faudra transmettre un bloc 22. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bloc bordereau de cotisation, qui va permettre en fait d'indiquer la période de rattachement. Il est attendu à la rubrique 1 de ce bloc, le ciré de l'URSSAF, à la rubrique 3 et 4, la période de début et de fin de rattachement, donc qui correspond à la période que l'on veut corriger, et à la rubrique 5, le complément de cotisation, donc les 9 € qui correspondent au différentiel entre les anciennes données et les nouvelles données que nous allons corriger. Associé à ce bloc 22, il faudra transmettre 2 blocs 23. Un premier bloc 23 pour annuler l'intégralité des données initialement déclarées. Est attendu à la rubrique 1 le code 100 qui correspond au code type de personnel URSSAF. À la rubrique 2, le qualifiant d'assiette 920, donc ce qualifiant 920 indique qu'il s'agit d'une correction sur une assiette déplafonnée. À la rubrique 3 du bloc 23, le taux accident du travail qui est erroné, donc 2,2. Et à la rubrique 4, l'assiette initialement déclarée avec un signe négatif. Ce deuxième bloc 23 va permettre de positionner les données corrigées. Donc à la rubrique 1, on attend toujours notre code 100. À la rubrique 2, le qualifiant d'assiette 920. À la rubrique 3, il faudra positionner le taux accident du travail, donc celui en vigueur. Et à la rubrique 4, l'assiette attendue, à savoir 1 400 €. Donc ici, on est parti de l'hypothèse que l'assiette qu'on avait positionnée initialement était différente de celle qu'on voulait corriger. Dans l'hypothèse où seul le taux accident du travail est à corriger, l'assiette annulée sera identique à l'assiette repositionnée. Pour cet exemple, il faudra également véhiculer un bloc 20. Donc ce bloc 20, il est très important puisqu'il va permettre d'affecter le complément de cotisation sur la période en anomalie. Donc dans ce bloc 20, à la rubrique 1, il faut positionner le ciré de l'URSSAF, à la rubrique 2, le ciré de l'établissement, donc celui qu'on veut corriger, à la rubrique 3 et 4, le BIC-IBAN, à la rubrique 5, le complément de cotisation à verser à l'URSSAF,
et à la rubrique 6 et 7, la date de début et fin de période de rattachement. Au niveau agrégé, il est attendu autant de blocs 22 et 23 que de périodes à corriger. En revanche, le bloc 20, lui, ne sera nécessaire que si un complément de cotisation est à verser à l'URSSAF. Au niveau individuel, la mécanique est sensiblement la même. Il va falloir véhiculer un bloc 78 qui est le bloc base assujettie. On retrouve à la rubrique 1 de ce bloc le code 3 qui indique que c'est une assiette déplafonnée. À la rubrique 2 et 3, la date de début et date de fin de période de rattachement. À la rubrique 4 de ce bloc 78, il faudra positionner le différentiel d'assiette entre les données initialement déclarées et les données corrigées. Donc ici, on mettra moins 100. Donc comme pour les données agrégées, 2 blocs 81 vont être nécessaires. Donc le premier pour annuler les données initialement déclarées. Donc à la rubrique 1 du bloc 81, il faudra positionner le code 45. Ce code indique qu'il s'agit d'une correction sur le taux accident du travail au niveau individuel. À la rubrique 2, le siret de l'URSSAF. À la rubrique 3, le montant d'assiette initialement déclaré avec un signe négatif. À la rubrique 4, le montant de cotisation initialement déclaré également avec un signe négatif. Et à la rubrique 7, le taux accident du travail erroné, donc 2,2%. Donc ce deuxième bloc 81 pour repositionner les données corrigées, donc toujours notre code 45 à la rubrique 1, le siret de l'URSSAF à la rubrique 2. À la rubrique 3, il va falloir positionner l'assiette à déclarer. À la rubrique 4, le montant de cotisation, donc 42. Et à la rubrique 7, le taux accident du travail, donc celui à prendre en compte. Donc pour cet exemple, nous sommes partis de l'hypothèse qu'un seul individu était concerné par la déclaration. En revanche, s'il y a plusieurs salariés concernés par cette anomalie, il faudra véhiculer autant de blocs 78 et 81 qu'il y a de contrats concernés par la régularisation. Donc comme vous le voyez, ce sont des régularisations qui sont assez lourdes. Donc dans l'idéal, et si vous avez la possibilité, il faut déposer votre DSN avant l'échéance pour avoir la possibilité de corriger vos données et de faire une DSN annule et remplace. Pour les employeurs qui ont des salariés avec des taux réduits, notamment les artistes, les mannequins, au niveau du bloc 40, il faudra bien positionner le taux accident du travail que la CARSAT vous a notifié. En revanche, au niveau des données agrégées et données individuelles, il faudra bien indiquer le taux abattu. Nous avons également des anomalies sur des corrections que vous effectuez sur un exercice antérieur. Donc, lorsque vous transmettez un bloc de régularisation qui concerne un exercice antérieur à celui de l'année en cours, il faut absolument vérifier votre taux accident du travail, puisque nous avons constaté en URSSAF que certains logiciels de paye véhiculaient le taux accident du travail de l'année en cours. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier systématiquement. Nous avons également des régularisations qui sont effectuées suite à des transferts d'établissement. Donc ces régularisations sont erronées au niveau agrégé. Donc lorsque vous transmettez un bloc de régularisation pour une période antérieure à la date du transfert, le bloc doit être affecté sur le siret fermé. S'il est affecté sur le siret actif, ce bloc sera rejeté au niveau agrégé. Par exemple, nous avons un établissement qui est créé au 1er janvier 2020. Donc cet établissement a un siret de NIC 21. Cet établissement est transféré avec une date d'effet au 1er juin 2021. Donc ce nouvel établissement a un nouveau siret donc, qui a un NIC 22. Donc, ce qui implique en fait que l'établissement de NIC 21, lui, est fermé au 1er juin 2021. Le déclarant veut effectuer une régularisation liée à la période de février 2021 avec sa déclaration du mois d'octobre 2021. Donc, lorsqu'il va déposer sa déclaration du mois d'octobre 2021, il devra effectuer cette déclaration avec le siret 22, donc celui qui est actif. Par contre, la régularisation, elle, devra être rattachée au siret fermé
c'est-à-dire celui qui a le NIC 21. Donc nous en avons terminé pour la partie URSSAF. Maintenant, je vais laisser la parole à Véronique qui va vous présenter les impacts d'une mauvaise saisie en DSN. Merci. Donc, je me présente, Véronique Drouet, je travaille au service tarification de la CARSAT Centre-Val de Loire à Orléans. Voilà, donc maintenant je vais vous expliquer les impacts d'une mauvaise DSN au niveau tarification. Donc déjà la DSN elle est transmise par l'entreprise à destination de différents organismes de protection sociale, donc entre l'URSSAF. Donc là c'est l'URSSAF qui envoie au département de tarification des CARSAT ces fameuses DSN. Donc les informations qui sont importantes pour nous dans la DSN, c'est donc les salaires, les effectifs et les nombres d'heures travaillées. Donc, les bonnes pratiques pour une DSN correcte en tarif, quelles sont-elles? Alors, déjà, on va déterminer ce que c'est qu'un établissement. Nous, au service tarification, on établit un numéro de SIRET. Vous avez reçu un numéro de SIRET par établissement. Et donc, à chaque établissement, vous devez établir une DSN. Un établissement, chez nous, c'est une activité principale qui est exercée par l'ensemble des salariés. À la service tarification, nous vous attribuons donc un code risque avec un numéro de risque et donc un taux adéquat qui va avec, et ça, sur une section d'établissement. Ça vous fait donc une SE01. Donc pour une bonne intégration de ces éléments sur votre compte employeur, donc le compte employeur, c'est les masses salariales, les effectifs, les heures travaillées, il faut renseigner le bon code risque et le bon taux accident du travail applicable pour votre année de DSN. Cas particulier des établissements à plusieurs risques. Donc, nous, on vous a donc ouvert une section d'établissement 1 pour une activité principale exercée par l'ensemble de vos salariés, une section d'établissement avec un code risque, avec un taux. Donc, comme vous avez une activité secondaire, c'est une particularité pour les établissements du BTP, entre autres, ou alors un taux réduit, taux fonction support. On vous attribue donc un autre numéro de risque, un autre taux, et c'est une section d'établissement, une deuxième section d'établissement, une SE02, sera donc un deuxième code risque. Et à ce moment-là, quand vous avez cette particularité, il est important de ventiler vos éléments, les masses salariales, les effectifs et les heures de chaque section d'établissement par code risque, et par section d'établissement et par code risque. Donc, l'impact d'une mauvaise alimentation d'une DSN. Quels sont les impacts? Pour l'entreprise, déjà pour vous, il y a un gros impact. Donc, comme je vous disais, c'est sur votre compte employeur. Si vous me donnez de mauvaises masses salariales et de mauvais effectifs, votre compte employeur est erroné. Votre taux de cotisation s'en trouve donc aussi erroné. Vos cotisations recouvrées auprès de l'URSSAF ne sont pas bonnes. Pour un cabinet comptable aussi, ça fait perdre du temps parce qu'il va falloir faire une DSN corrective pour modifier la DSN erronée auquel vous avez faite. Et c'est aussi intéressant au niveau des entreprises qui relèvent du même risque, car vous savez que les taux collectifs, c'est un barème national qui est déterminé tous les ans. Donc si l'ensemble des cotisations de ces activités sont erronées, l'ensemble des taux du barème national sont faux, et les coûts moyens, ils en découlent erronés également. Donc, pour les départements de tarification, notre mission, c'est de notifier aux entreprises le taux le plus juste. Donc, c'est notre devoir de voir avec vous si les masses salariales et les effectifs que vous avez nommés dans vos DSN sont corrects. Donc, voilà, on s'assure déjà que vous ayez un bon numéro de SIRET, une bonne immatriculation de votre établissement, chose que vous avez faite auprès de guichet unique. Et s'il y a des erreurs, on est obligé de vous solliciter pour faire des DSN correctifs pour revoir tout cela. Donc c'est une perte de temps pour tous. Un impact aussi pour la branche ATMP, on l'oublie, mais si l'ensemble de montants, si l'ensemble des taux sont erronés parce que vous avez fait de mauvaises DSN, l'ensemble des cotisations nationales est erroné. Ça peut aussi impacter la majoration forfaitaire que vous avez tous sur le calcul de votre taux, la majoration M2 sur la gestion du risque, les frais de gestion du risque. Ça en découle que cette majoration, elle est fausse aussi. Elle est peut-être plus élevée que ce qu'elle aurait pu être. Et ce qui est important aussi dans la DSN, c'est bien établir les effectifs qui soient bien corrects, car nos services prévention ciblent vos entreprises grâce à ce critère.
Donc s'il est erroné, vous pouvez peut-être passer à côté des actions de prévention destinées pour vous, pour vos entreprises. Sachez que, enfin vous le savez tous d'ailleurs, que le compte ATMP, vous êtes obligé d'adhérer au compte ATMP et de faire la notification dématérialisée. C'est une obligation légale. Donc, la notification de décision de taux ATMP dématérialisée et le compte ATMP, il faut bien sûr que vous alliez sur net-entreprise.fr dans la rubrique Autres déclarations et services compte ATMP et bien cocher la case notification dématérialisée. C'est une donnée obligatoire pour toutes les entreprises depuis le 1er janvier 2022. Donc, comment se présente le compte ATMP? Vous voyez, vous avez les onglets Mon profil, où vous pouvez consulter votre taux ATMP. Vous pouvez télécharger dans Mes services, Mes décisions de taux, vos attestations de notification de taux. Et dans les documents de référence, vous pouvez également consulter votre compte employeur et puis le barème des coûts moyens, ce qu'on disait tout à l'heure. Donc là, on rappelle les règles des obligations réglementaires sur le compte ATMP. Et bien sûr, donc, nos contacts, n'hésitez pas à nous contacter. Donc la plateforme téléphonique pour le service tarification, c'est le 36 79. Ils sont à même de répondre à une plupart des questions. Si tel n'est pas le cas, ils nous relayent l'information et vous recontactent par la suite. Vous pouvez aller sur le site de carsat-cvl.fr dans la rubrique Entreprise, tarifer vos risques professionnels, contacter le service tarification et par une adresse mail tarification@carsat-centre.fr. En précisant bien votre objet, votre demande et votre numéro de SIRET. C'est important pour nous. Voilà, et on va maintenant passer à la foire aux questions. Merci à vous trois pour cette présentation. On a eu pas mal de questions. Je vais commencer côté URSSAF pour les premières questions. Pourquoi faire des régularisations de cotisations lorsque l'on saisit un arrêt maladie de septembre sur octobre? J'ai l'impression que je vous ai posé une colle. Non, pas du tout, mais ce sont des DSN de signalement, si je comprends bien la question. Oui, et nous, on n'est pas destinataire. Donc nous, on n'est pas destinataire de ça, c'est la caisse primaire. Ah, c'est la caisse primaire. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut pas répondre vraiment. D'accord, ok. Donc pour cette question-là, on va demander à la personne qui a posé cette question-là de revoir directement avec l'assurance maladie. C'est ça. D'accord, de se rapprocher d'eux. Très bien. On a une question en 3 questions. Où en êtes-vous sur les écarts entre les assiettes déplanées déclarées en DA et DI pour les CEE? La question, elle manque un peu de précision. En plus, elle a été Ça posée fait simplement référence au compte rendu métier, aux anomalies qui ont été signalées. Alors après, je pense que le mieux, ce serait qu'ils prennent contact avec nous, parce qu'en fait, effectivement, il doit y avoir une cohérence, données individuelles, données agrégées. Maintenant, s'il n'y a pas cette cohérence-là, elle est forcément listée dans le suivi DSN ou éventuellement il a reçu un compte rendu métier. Mais je pense que pour cette question, il vaut mieux nous contacter pour qu'on puisse étudier le dossier. Parce que là, c'est vraiment personnel, hein, c'est contrat d'engagement éducatif, j'imagine. D'accord. Donc, je pense que le mieux, c'est quand même de nous contacter. De vous recontacter directement, soit via leur compte en ligne. Sur leur compte en ligne, oui. Elle pose la question et puis on les recontacte. Elle demande à être recontactée ou elle va sur son suivi DSN, tout simplement, et elle demande à être contactée. Très bien. J'ai une autre question. Les contrôles sont-ils bloquants? Non, les contrôles ne sont pas bloquants. D'accord. Toujours côté URSSAF, pour le taux accident du travail, l'URSSAF m'avait indiqué que la correction est faite directement dans votre organisme lors de l'intégration de la DSN, quand seul le taux est erroné et que de ce fait, seul le paiement doit être régularisé par l'entreprise. Oui, si tu peux. Alors, je ne sais pas qui vous a répondu. Bon, c'est vrai qu'au début de la DSN, effectivement, il n'y avait pas de nécessité de faire des corrections par annulé remplace de blocs de régularisation. Aujourd'hui, effectivement, quand vous transmettez une assiette avec un taux accident du travail erroné, l'assiette va effectivement être saisie dans notre système informatique. Pour autant, il va y avoir une divergence données individuelles, données agrégées, puisque le cotisant, lui, a déclaré au niveau de ses données individuelles un taux accident du travail qui sera différent de celui que nous, on a au niveau agrégé.
C'est la raison pour laquelle il faut absolument faire une DSN, annuler remplace en bloc de régularisation. D'accord. Mais j'ajouterais que c'est vrai qu'il peut y avoir effectivement des informations qui sont contradictoires encore sur le site Net Entreprise, qui ont été remontées. Bon, ça va être mis à jour au fil de l'eau. Et effectivement, il y a aussi des courriers qui font partie de notre bibliothèque nationale de courriers qui sont aussi en cours de mise à jour. Donc il est possible qu'il y ait une information qui soit encore transmise en disant qu'on prend en compte le taux d'accident du travail et qu'on ne demande pas de régularisation, mais juste une mise à jour du logiciel de paye. Mais non, on vous confirme bien, comme nous a expliqué Marido, il faut bien cette mécanique de régularisation par annulaire en place. Ça, c'est primordial aujourd'hui. Très bien. Là, je vais avoir peut-être une question double. Si je n'ai pas de salarié pendant la période estivale, dois-je réaliser une DSN? Alors oui, bien sûr, il faut faire une DSN tout le temps, c'est une DSN néant. Alors après, quels sont les blocs pour faire une DSN néant? Alors, au niveau des données agrégées, on attend effectivement un bloc 22, un bloc établissement, avec un montant de cotisation à 0. Donc Voilà. pas de bloc 23, donc sans CTP. La fourniture de la déclaration est importante et elle est attendue tant que le compte employeur est actif. Effectivement, on attend une DSN. En l'absence de déclaration, vous vous exposez au risque d'avoir une taxation d'office et donc une mise en recouvrement pour absence de déclaration. Donc tant que le compte employeur est actif, effectivement, il faut déposer mensuellement la déclaration. Alors, j'ai un code anomalie là qui nous a été transmis, qui ressort souvent, et la personne nous demande quel est ce code et à quoi il correspond. Donc c'est UR_ANO_EXO_DIC-DIQU 043B. Oui, ça, ce sont des anomalies qui sont liées aux heures supplémentaires exonérées, enfin cotisations. D'accord. Donc voilà, donc effectivement, on a beaucoup d'anomalies sur les heures supplémentaires, puisque en fait, la norme n'est pas respectée, puisqu'il faut au niveau du bloc 51, la rubrique 17 ou 18 ou 23, qu'elle soit égale à celle du bloc 80. Et souvent, on a une discordance d'assiette entre ces deux blocs. Donc il faudrait régulariser, C'est-à-dire que le mieux c'est quand même que la personne nous contacte, parce que nous on va échanger et lui demander exactement ce qu'elle a dans ses blocs, parce qu'en fait, cette assiette exonérée, elle dépend quand même du nombre d'heures effectuées, du nombre d'heures qu'il y a dans le contrat de travail, il y a plusieurs critères. Donc le mieux c'est quand même qu'on voit ensemble pour pouvoir lui dire, mais de toute façon, ce contrôle effectivement vérifie l'assiette au niveau du bloc 51 et 80. Donc, s'il n'y a pas cohérence, automatiquement, il y a une anomalie. Il y a cette anomalie qui ressort. Toujours une question URSSAF. Comment traiter une régularisation en DSN pour un salarié sorti pour lequel nous avons, suite à une décision de justice, des éléments de salaire à lui payer alors même que l'établissement n'existe plus? Nous avions un courrier de l'URSSAF nous informant qu'il avait constaté la fermeture et qu'il nous demandait de le réaffecter sur le nouvel établissement ouvert, sauf que tout l'historique des salaires se trouve sur le SIRET fermé. Dans ce cas-là, il faut déclarer les éléments de salaire sur la dernière période sur laquelle le salarié était présent. Effectivement, là, si l'établissement est irradié, c'est ça, a priori, il est fermé, oui. Là, effectivement, il va falloir déposer une déclaration sur le mois principal déclaré, donc la période courante à néant, à 0, pour pouvoir rattacher le bloc de régularisation qui se réfère à la dernière période d'emploi du salarié. Et pour comme ça, véhiculer les données de salaire via ce bloc de régularisation. Sur l'entreprise ouverte, sur la nouvelle entreprise, non? Alors après, ça dépend. Est-ce que c'est un transfert, il y a un transfert d'établissement là encore. Il est sorti un salarié, oui, et il y a une réouverture, il y a une fermeture d'entreprise pour une réouverture. Alors oui, est-ce que c'est la même entreprise? Voilà, c'est ça. Est-ce qu'elle a le même SIRAN? C'est toujours le problème. Oui, ça a l'air. Mais là, c'est encore une question qui est très propre à la personne. Donc, on a besoin quand même de voir le dossier et voir exactement des questions très pointues qui nécessitent une analyse de dossier. C'est difficile pour nous de répondre. Il faut une vision un peu plus globale, effectivement, de la situation. Alors, on a une autre question, à savoir s'il est possible d'avoir une liste des messages d'anomalie avec l'explication de l'erreur et la procédure précise pour corriger. Est-ce que ça existe? Alors, sous Net Entreprise, en fait, ils ont, je pense que vous avez accès, il y a tous les CRM 119 et 120, donc CRM normalisés. Donc, effectivement, dans ces CRM, il y a l'anomalie, mais quelque part, les libellés et les modalités de correction, vous les avez dans le suivi DSN, puisque dans le suivi DSN,
vous avez dans un premier temps l'anomalie qui est listée. Et quand vous arrivez sur la page où est détaillée en fait l'anomalie, vous avez, le suivi DSN vous indique où se situe l'anomalie. Donc elle va vous indiquer le bloc, la rubrique, le cas échéant la personne, hein, puisque si c'est quelque chose qui est propre à une personne, vous aurez également le nom de la personne. Et vous avez aussi un arbre décisionnel avec des questions fermées qui vont vous orienter vers la correction à apporter. Mais si vous avez une difficulté, encore une fois, hein, vous avez la possibilité de contacter votre URSSAF. Le but, évidemment, c'est de vous rendre autonome dans les corrections, mais l'URSSAF est toujours là pour vous aider et vous orienter dans la correction. D'accord. Merci. Côté CARSAT, comment trouve-t-on son code accident du travail? Alors, sur notre entreprise, si vous êtes déjà ouvert depuis quelques temps et vous avez fait vos démarches au niveau du guichet unique, si c'est une nouvelle entreprise, notre taux n'est pas encore arrivé, n'hésitez pas à nous contacter, on vous le communique rapidement. Votre numéro de risque, il nous faut bien votre activité, le nombre de salariés, la date d'effet à laquelle vous avez embauché, et on vous communique un taux rapidement. Pas de souci. Merci. Une autre question URSSAF. Nous avons pu avoir accès au suivi DSN, mais depuis environ 2 mois, cela n'est plus possible. Qui contacter? Alors, il y a plusieurs, effectivement, actuellement, il y a plusieurs, on va dire, soucis à travers l'outil de suivi. Après, pour ce qui est d'un problème de connexion, si les habilitations sont les bonnes, normalement, enfin, a priori, il n'y a pas de problème pour accéder à l'outil. Mais c'est vrai qu'actuellement, on rencontre des problèmes plutôt de stabilité de l'outil, hein, puisque c'est un outil qui est en constante évolution. On intègre de manière récurrente des nouveaux comptes rendus métiers. Et effectivement, on a constaté depuis maintenant plusieurs jours, voire semaines, qu'effectivement l'outil n'était pas stable. Nos équipes au niveau du national travaillent pour améliorer l'outil, hein, donc on est en recherche constante d'amélioration. Donc effectivement, vous pouvez avoir un problème d'affichage. Vous pouvez vous connecter à l'outil, voir quelques anomalies et vous reconnecter quelques heures après et ne plus constater les mêmes anomalies sur l'outil. Donc ça, ne vous inquiétez pas, on va essayer de corriger ce problème-là. Par contre, pour ce qui est du problème de connexion, si c'est vraiment en connexion propre, à part un problème d'habilitation, normalement l'accès se fait. D'accord. Nous, on n'a pas de remontée, Marie-Do, si ça te dit quelque chose non, de ce type-là. C'est vraiment des problèmes d'accès aux anomalies, en fait. De visualisation. Parce que, en fait, le cotisant reçoit un compte-rendu métier pour dire qu'il a une anomalie, mais au niveau du suivi DSN, on ne constate pas d'anomalie. Donc là, on est vraiment sur une instabilité. Donc là, pour corriger, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution que de nous contacter. Là, pareil, il y a un tiers déclarant qui n'a plus ses accès. Dans ces cas-là, il faut qu'il ait un bouton mot de passe oublié, ce genre de choses, ou ça peut arriver? Pour les accès DSN, c'est une question qui vient tout juste d'arriver. Alors oui, ça peut Ils avaient accès, mais ils n'ont plus accès. Alors effectivement, nos services peuvent leur transmettre un nouveau mot de passe provisoire, mais pour ça, il faut qu'ils soient mandatés. Il faut qu'ils nous transmettent leur mandat. Leur mandat, donc c'est voilà. Peut-être pour ça que ça a été bloqué. S'ils n'ont pas de mandat signé effectivement de leurs clients, ce qui est tout à fait logique. Ouais. Au niveau des données, on ne transmet pas effectivement de mot de passe s'ils ne sont pas habilités, qu'ils n'ont pas la preuve, qu'ils sont bien mandatés par une entreprise. Hein. Oui, exactement. Oui, ça s'appelle le secret professionnel. Hein, c'est ça. On est régi aussi par ça. Protéger vos clients et nous protéger nos usagers. Côté CARSAT, j'ai une question. Pouvez-vous me rappeler à quoi correspond une section d'établissement? Ah oui, alors les sections d'établissement. Donc c'est ce qu'on ouvre dans chaque établissement quand on crée un... Donc, en général, à l'établissement, on a une seule section d'établissement car on classe à l'activité principale du plus grand nombre de salariés. Sauf les cas particuliers, comme j'ai dit tout à l'heure, les BTP, les taux réduits de fonction support. Là, on fait donc un autre risque, un autre classement, un autre numéro de risque, un autre taux. C'est donc les sections nouvelles, une section 02. C'est là que c'est important dans les blocs pour vous de les différencier quand ils font leur déclaration, SE01, SE02. On peut en avoir même 3 quand on est dans le BTP. D'accord. Voilà. Côté URSSAF, une fois la régularisation effectuée, est-ce que l'anomalie DSN disparaît? Alors, aujourd'hui, elle ne disparaît pas, mais il est prévu à terme, donc un terme court, puisqu'au mois de janvier, normalement, dès lors que l'anomalie aura été corrigée, elle disparaîtra du suivi DSN.
CARSAT, la dématérialisation du taux accident du travail concerne-t-il les entreprises affiliées au régime agricole? Ah non, le régime agricole, c'est la MSA, c'est pas le régime général. Voilà, Donc non, il faut aller voir la MSA. ce sont deux régimes Deux régimes distincts. différents. On est bien d'accord. Alors, je prends au fur et à mesure. Alors oui, une autre question intéressante. Avez-vous des échanges avec les autres organismes? Donc là, ce sera côté URSSAF, car des corrections sur les DSN impactent les autres organismes. Alors oui, Mais d'où ça votre nous- présence ici. Nous, ça justement. nous impacte, parce Ouais. que ça, on va avoir un flux qui va arriver, on va revoir vos nouvelles DSN, ça va réimpacter votre compte employeur et donc votre taux pour nous au niveau CARSAT, entre autres. Côté CARSAT, et on a la même chose côté assurance maladie. Côté CEPAM, ouais. Tout a une incidence voilà, sur la saisie DSN. Je vais vous poser une dernière question. Doit-on établir une DSN pour un stagiaire? Convention de stage de 5 mois, la gratification est égale au minimum à 4,05 € par heure de stage. Alors comme ça, J'aurais tendance à dire oui. Oui, Mais faudrait voir, faut nous appeler, quoi. Faut qu'on voit Non, le mais cas. alors- Parce que, bon, normalement, dès lors qu'il y a une rémunération, de toute façon, elle doit passer en DSN s'il y a des cotisations dues. Hein. De toute façon, Quoi c'est qu'il la arrive. règle. Hein. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai qu'il y a quand même encore des salariés qui sont exclus de la DSN. Donc, c'est pour ça que, celui-là, je pense pas que ce soit... pour les conventions Mais- de stage, en tout cas, il y a quelque chose de prévu effectivement dans la norme. Là, effectivement, il vaut mieux qu'ils nous interrogent directement, on pourra l'orienter sur les modalités déclaratives si on pourra effectivement il y a À savoir, alors je vous le répète, on vous l'a mis dans la foire aux questions, mais toutes les questions qui sont posées, elles seront retraitées derrière et sous 10 jours, on vous enverra les réponses correspondant aux questions posées. Peut-être qu'il y a certaines questions du coup qui pourront être revues avec des réponses que vous pourrez apporter de façon plus précise après concertation au sein de votre service. Je vais terminer avec, alors on n'aura pas pu voir toutes les questions, mais elles vous seront transmises, rassurez-vous. La dernière, c'est comment bénéficier d'un taux réduit de fonction support. Alors ça, c'est moi, il faut aller sur net-entreprise.fr, il y a un lien, vous remplissez une demande avec le numéro de SIRET, le nombre de salariés que vous souhaitez faire bénéficier de ce taux réduit. Donc allez faire la demande sur Net Entreprise. Tout est bien indiqué, il y a vraiment un lien exprès. Sinon, vous nous faites un mail sur l'adresse mail que je vous ai donnée tout à l'heure, tarification@carsat-centre.fr. Très bien. Parfait. On va s'arrêter là pour toutes les questions-réponses. Je vous laisse conclure, Mélanie. Donc, nous vous remercions d'avoir participé à ce webinaire. Donc, comme indiqué en début de séance, on va vous transmettre le replay, le support, ainsi que la foire aux questions. Donc, vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur le chat, puisqu'il va rester encore ouvert quelques instants. Nous allons également vous transmettre un questionnaire de satisfaction. Donc, ce questionnaire de satisfaction est très important pour l'URSSAF parce qu'il va nous permettre de nous améliorer, et également de répondre à vos attentes. Donc, nous vous remercions et nous vous souhaitons une très bonne fin de journée.